Parfois, les vidéos YouTube deviennent en fait meilleures avec le temps. Des choses qui semblaient normales ou insignifiantes au début finissent par paraître intelligentes, impressionnantes ou en avance sur leur temps plus tard. Je m'appelle Ryan et ces 8 vidéos illustrent parfaitement comment certaines vidéos s'améliorent avec le temps, à commencer par celle de PewDiePie réagissant à la chaîne YouTube Ryan Pictures. À la fin de 2016, Internet était en effervescence à propos de Ryan, âgé de 5 ans. Sa chaîne, Ryan Toys Reviews, explosait, attirant des milliards de vues d'enfants du monde entier. L'engouement est devenu si grand que des médias majeurs comme The Verge et USA Today ont commencé à écrire à son sujet, suggérant que Ryan pourrait un jour dépasser PewDiePie, qui était alors le plus grand créateur de toute la plateforme. Cela ne semblait pas improbable. La dernière semaine de 2016, la chaîne de Ryan a cumulé plus de 182 millions de vues, dominant les classements hebdomadaires de YouTube et dépassant Shakira, deuxième, avec 116 millions. Puis, en janvier 2017, PewDiePie a mis en ligne une vidéo dans laquelle il répondait aux spéculations concernant le fait que Ryan pourrait le dépasser. Qu'est-ce que c'est? Un enfant de 5 ans menace de détrôner le roi de YouTube, PewDiePie, par-dessus mon putain de cadavre. Ensuite, il a commencé à parcourir sa chaîne YouTube. La vidéo la plus vue a 600 millions de vues. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Excusez-moi, mais c'est quoi ce putain de bordel? C'est quoi ce bordel? Même sans attaquer Ryan, il a clairement suggéré que quelque chose dans la situation lui paraissait louche. Je suis sûr qu'il adore ça. Tu sais, enfant, j'aurais aussi adoré ouvrir plein de jouets. Mais en même temps, il y a comme quelque chose de bizarre. Il était clair que les parents de Ryan exploitaient leur fils pour l'argent, la célébrité et les vues. PewDiePie a ensuite comparé la situation à celle des enfants stars à la télévision. C'est un peu comme voir des enfants stars à la télévision, parce que tu sais, leurs parents les forcent littéralement à le faire. Leurs parents gèrent souvent l'émission alors que sponsors et contrats affluent. En regardant la plupart de ces vidéos, c'était surtout des publicités pour Walmart et ces produits destinés à des enfants trop jeunes pour comprendre la publicité. La publicité subliminale dans toute sa splendeur, des épisodes sponsorisés, oui, c'est évident qu'ils sont sponsorisés par Walmart, c'est sûr à 100%. C'est tellement clair. Pour PewDiePie, toute cette mise en scène semblait être de l'exploitation, comme il allait le raconter. La chaîne ne montre plus seulement Ryan jouant avec des jouets. À Disneyland, chez le coiffeur ou malade, ce sont ses parents qui décident de tout. Et il s'avère que, des années plus tard, ses inquiétudes se sont révélées justifiées. En grandissant et en entrant dans l'adolescence, Ryan continuait d'apparaître dans les mêmes vidéos de critiques de jouets, un contenu clairement dépassé pour lui. Ce qui paraissait autrefois inoffensif semblait désormais gênant, beaucoup pensant qu'il était forcé de continuer dans l'intérêt de la marque. Cela a provoqué un tollé public, certains soutenant Ryan avec des commentaires comme « Je suis très préoccupé par le nombre de parents exposant leurs enfants sur les réseaux sociaux ». Ryan's World est l'un des pires exemples, parce qu'à ce stade, c'est juste de l'exploitation. J'espère qu'un jour des lois seront créées contre ça, car je n'ose imaginer si une grande partie de mon enfance s'était retrouvée sur Internet. Un autre commentaire disait « Ryan est déjà super riche. Ses parents sont obsédés par l'argent et continuent à le forcer à promouvoir la chaîne. Il devrait arrêter et faire autre chose. » La situation est devenue encore plus évidente lors d'une apparition ultérieure dans un podcast avec John Husché, où ses parents semblaient intervenir davantage que Ryan lui-même, alors qu'il était l'invité principal de l'émission. Et lorsque Ryan a eu la chance de parler, il jetait sans cesse des regards à son père, cherchant apparemment son approbation avant de terminer ses phrases, et son père hochait alors la tête ou lui souriait pour le rassurer. Les parents de Ryan ont ensuite révélé qu'ils organisaient un long métrage à son sujet, ayant mis de côté un budget extravagant pour toute la production. Pour beaucoup, cela a marqué un tournant, montrant jusqu'où les parents de Ryan étaient prêts à aller pour profiter de la célébrité de leur fils. Les fans ont réagi par des commentaires tels que « Le fait qu'il fasse un film sur Ryan's World prouve que ses parents ne se soucient que de l'argent et pas vraiment de sa vie. » Le titre aurait dû être « Découvrez les parents milliardaires ultra riches de Ryan ». Et en plus de cela, cela a aussi inquiété les gens et les a amenés à se demander combien Ryan a réellement pu garder de tous les revenus qu'il a générés en tant que marque. Mais malgré le gros budget et la forte promotion entourant sa sortie, le film n'a pas réussi à susciter un réel intérêt, les premières projections montrant des salles presque vides. Finalement, la marque de Ryan a perdu plus de 9 millions de dollars, et avec le recul, les inquiétudes de PewDiePie semblent moins exagérées. Les performances scénarisées, les promotions constantes et la monétisation agressive qu'il avait soulignées des années auparavant sont devenues de plus en plus visibles avec le temps.
En ce sens, le garçon de 5 ans qui dépassera PewDiePie annonçait déjà la direction que prendrait la chaîne YouTube de Ryan bien avant que les conséquences ne deviennent évidentes. Ryan's World montre ce qui arrive quand la célébrité va trop loin, tandis que Markiplier a prédit, sans le vouloir, un problème plus vaste, révélant l'une des plus grandes arnaques d'influenceurs. À la fin des années 2010, Honey était devenu impossible à ignorer. Tous les grands créateurs, comme MrBeast et MKBHD, promouvaient l'extension en la présentant gratuite, affirmant qu'elle appliquait automatiquement des codes de réduction pour économiser lors du paiement. Markiplier, cependant, a remarqué quelque chose de louche dans tout ce projet. Dans l'une de ses vidéos mises en ligne en 2019, il s'est arrêté pour partager sa méfiance instinctive envers Honey en disant ceci. « J'ai une méfiance naturelle envers Honey. Je ne sais pas pourquoi, mais je me méfie naturellement de Honey. » Convaincu que quelque chose dans l'entreprise et son fonctionnement semblait louche. Alors, d'où viennent toutes ces économies? Et comme l'argent que les gens reçoivent de Honey, je n'ai pas confiance en cet argent. Ils font tellement de publicité. Ils font tellement de publicité. Sur YouTube, ils font des partenariats avec d'autres YouTubers. Je crois qu'ils m'en ont même proposé un, et j'ai dit non parce que je ne fais pas confiance à Honey. Markiplier a ensuite partagé son avis sur toute l'opération. Il y a des trucs louches qui se passent. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'ai le sentiment que dans quelques années, il y aura la grande conspiration autour de Honey de 2022. Il s'est ensuite demandé comment une extension de navigateur gratuite pouvait financer un marketing aussi agressif. Ils dépensent des millions en pub, puis des gens gagnent ou économisent de l'argent grâce à ça, ce qui a du sens, mais l'autre partie non, donc il se passe quelque chose ici. D'où vient tout cet argent? À l'époque, ces commentaires ont été ignorés. Les écrans étaient constamment remplis de séquences d'autres créateurs faisant la promotion de Honey les uns après les autres, montrant à quel point ce partenariat était devenu normalisé. Des années plus tard, cette hésitation a pris un autre sens. Parce qu'en 2024, le YouTuber Megalag a publié une énorme analyse portant de graves accusations contre Honey que personne n'aurait jamais imaginées. Honey n'a pas seulement arnaqué les consommateurs, ils ont aussi volé de l'argent à des influenceurs, même ceux payés pour promouvoir leurs produits. Selon son enquête, le système n'a jamais été aussi inoffensif qu'il n'y paraissait. Les créateurs promouvaient l'extension via des liens d'affiliation, les spectateurs bénéficiaires de réductions grâce aux coupons et les créateurs recevaient une commission en cas d'achat. Mais en réalité, il se passait quelque chose de très différent, comme il allait l'expliquer. Que se passait-il à la page de paiement? Quand Honey apparaissait et qu'on cliquait sur « Appliquer les réductions », qu'advenait-il du cookie d'affiliation de Linus? Vous voyez ça? Honey est intervenu, a supprimé le cookie d'affiliation de Linus et l'a remplacé par le leur, s'attribuant ainsi la vente et empochant la commission pour son propre compte. Et dans tout ça, le créateur qui a généré la vente n'a rien reçu. Megalag a expliqué cela en utilisant un système appelé l'attribution au dernier clic, un modèle où la dernière interaction avant un achat reçoit tout le crédit. Honey apparaît juste à la fin de votre parcours d'achat, garantissant pratiquement qu'ils obtiendront ce dernier clic. Ils le savent bien sûr et font tout ce qu'ils peuvent pour obtenir ce dernier clic. Il a également révélé que le client, lui aussi, ne recevait presque aucune valeur ajoutée, tandis que Honey s'attribuait la récompense de la vente. 89 points, ce qui équivaut à 89 cents américains. C'est exact, Honey a empoché une commission de 35 $ sans rien faire et m'a accordé un grand total de 89 cents. Merci PayPal, il ne fallait vraiment pas. Tout cela s'est passé discrètement, caché derrière cookies et données de suivi, sans que les créateurs ne s'en rendent compte. Une fois que la vidéo de Megalag est devenue virale, les spectateurs ont tout commenté, allant de citer Markiplier et dire qu'il avait raison d'être méfiant à évoquer des théories du complot complètement folles sur Honey. Markiplier connaissait la vérité depuis le début. Markiplier lui-même a publié un tweet disant « Je le savais », qui est immédiatement devenu viral, atteignant plus de 10 millions d'impressions. Et récemment, Megalag a mis en ligne 2 autres vidéos, creusant encore plus profondément dans ce scandale, puis il a enchaîné avec une annonce qui a mis le dernier clou dans le cercueil, disant « Honey vient d'être retiré du réseau Rakuten ». De plus, les liens Rakuten de Honey ne sont plus actifs. Honey vient de perdre 2000 clients. Aïe. Avec le recul, Markiplier avait raison de faire confiance à son instinct, et sa vidéo, qui semblait autrefois n'être qu'une hésitation inoffensive, a finalement bien vieilli. Tandis que Markiplier doutait d'un système trop parfait, Greg Doucette alertait le monde du fitness sur une autre tromperie.
Avant d'être démasqué, Liver King était l'un des influenceurs fitness à la croissance la plus rapide sur Internet. Son régime de viande crue, son mode de vie ancestral et sa carrure ont fait de lui un spectacle suivi par des millions de fans pensant que sa discipline, le foie cru et le fait d'être naturel expliquaient son corps. Mais tout le monde n'y a pas cru. Dans une vidéo, Greg a ouvertement remis en question les affirmations de Liver King selon lesquelles il était naturel, expliquant que la carrure qu'il affichait ne correspondait tout simplement pas à la réalité biologique. Je vais vous le dire tout de suite, je ne pense pas qu'il soit naturel, n'y croyez pas, et pour tous les détracteurs, je veux être clair. Je crois qu'il a plus d'une chance sur deux de prendre des produits dopants. À l'époque, cet avis était impopulaire. Les fans de Liver King rejetaient Greg, disant que beaucoup détestent le fait qu'il soit naturel car ils cherchent un certain look, mais n'y parviendront pas, même avec des stéroïdes. Il semble être quelqu'un de bien. Je pense que si les gens détestent Liver King, c'est qu'ils ne sont pas satisfaits de leur vie. Ils travaillent dur et restent très dévoués, même si on n'est pas d'accord. Pendant ce temps, Liver King continuait à s'entêter, affirmant qu'il n'avait jamais touché aux stéroïdes. Beaucoup de rivaux secondaires pensent que Liver King prend des stéroïdes. Tu crois que si j'en prenais, j'aurais ces putains d'appendices ici? Tu vois à quel point mes putains de jambes sont petites? En promouvant des compléments alimentaires liés à son image. Voilà ce que je réponds à ceux qui portent cette accusation. Si tu n'y crois pas, je te conseille d'abandonner cette croyance limitante. Tu mets cette merde dans une putain de boîte, tu l'enterres avec toutes tes conneries embarrassantes et tu la fermes à ce sujet. Mais Greg n'a jamais changé de position parce que, selon lui, vendre l'idée qu'un physique comme ça était atteignable naturellement tout en tirant profit, c'était franchir la ligne rouge. Si j'étais forcé de choisir, je dis qu'il n'est pas naturel. Ça ne veut pas dire que c'est sûr à 100% qu'il prend quelque chose. Je pense juste qu'il en prend. Puis, à la fin de l'année 2022, tout s'est effondré lorsque des emails divulgués ont révélé que Liver King dépensait 11 000 $ par mois en stéroïdes et en produits dopants, contredisant complètement des années de déclarations publiques. Du jour au lendemain, il est devenu évident que ce que Greg disait depuis le début n'était pas une spéculation, mais un fait indéniable. Après la révélation, Greg a réagi presque immédiatement en passant en revue les emails divulgués, puis il a donné son propre avis sur toute la situation en disant ce qui suit. Il était inévitable que quelqu'un découvre que Liver King n'était pas naturel. Mais est-ce que cela aura vraiment de l'importance? Pensais-je que cela va ruiner sa carrière? Qu'il ne vendra plus de compléments alimentaires? Non, absolument pas. Combien de personnes pensaient vraiment qu'il était naturel? J'ai fait ce sondage. Seuls 5% pensent qu'il est naturel. Avec le recul, le scepticisme de Greg était en fait l'un des premiers avertissements clairs dans l'histoire du fitness sur YouTube, rendant sa vidéo particulièrement pertinente aujourd'hui. Tout comme Greg a démontré comment un succès viral peut s'effondrer face à l'examen du public, Penguin Zero a anticipé la chute inévitable de Hawk-Tuah et sa célébrité éphémère. Quand la fille Hawk-Tuah, dont le vrai nom est Hayley Welch, est devenue virale. Son ascension a été immédiate. Son extrait s'est propagé sur les réseaux sociaux et, en quelques jours, elle est devenue mondialement reconnue. Avec sa célébrité, elle a lancé le podcast Talk-Tuah le 10 septembre 2024, qui était essentiellement centré sur des conversations générales à propos de sujets variés avec des invités. Pendant un moment, il semblait que l'attention pourrait durer, mais Penguin Zero n'était pas convaincu. Selon lui, Hawk-Tuah n'avait tout simplement pas assez de contenu captivant pour maintenir un public sur la durée. Écoutez, je ne suis pas chef, mais je peux deviner le menu. Ils vont servir du vent avec ces conversations, c'est mon intuition. Et cela est vite devenu évident car, malgré le lancement du podcast Talk-Tuah et ses apparitions dans des émissions avec des personnes comme Wiz Khalifa, elle n'arrivait toujours pas à attirer du monde. Et on voyait bien que ce sont les invités qui portaient réellement l'émission, pas elle. Rapidement, les fans ont commencé à critiquer la mauvaise qualité des conversations de l'émission, confirmant ainsi ce que Penguin Zero avait prédit à propos de son podcast. Elle est même allée jusqu'à lancer son propre meme coin meme, qui s'est effondré presque immédiatement après que sa valeur soit passée de 490 millions de dollars à seulement 24,6 millions en une seule journée. Et cela, bien sûr, a conduit à des accusations de stratagème de pump and dump. Cela a intensifié le retour de bâton, certains commentant « Cette fille n'a vu que l'argent, a pris l'argent facile, pensant éviter les critiques. Sa carrière est finie ».
Je n'arrive pas à croire que certains soutiennent encore cette menteuse. Elle savait ce qu'elle faisait. Son temps est passé. Mets les frites dans le sac, ma fille. À ce moment-là, le schéma que Penguin Zero avait signalé est devenu impossible à ignorer, car l'intérêt pour le contenu de Hawktua a continué de diminuer. Et alors que les créateurs s'étaient d'abord empressés de saluer l'ascension de Hawktua et de s'associer à l'engouement, Penguin Zero faisait partie des rares à oser dire ce que la plupart ne voulaient pas entendre. Sans contenu significatif, la lumière des projecteurs ne durerait pas. Tout comme certains créateurs ont brillé intensément avant de disparaître rapidement, d'autres ont pris de plus grands risques pour s'exprimer, comme PewDiePie qui a dénoncé BetterHelp bien avant que quiconque ne remette en question les pratiques de la plateforme. En 2018, BetterHelp était devenu l'un des sponsors les plus populaires de YouTube. Les créateurs présentèrent la plateforme de thérapie en ligne comme une alternative abordable, efficace et pratique aux soins de santé mentale traditionnels, ce qui semblait idéal pour beaucoup. Le fait de demander de l'aide se normalisait enfin et les créateurs payaient pour diffuser le message, mais PewDiePie a remarqué un problème. Dans une ancienne vidéo, il évoquait BetterHelp, s'interrogeant sur la promotion de services de santé mentale tout en admettant ne pas aider les clients à trouver des thérapeutes adaptés. BetterHelp lui-même n'assume aucune responsabilité pour vous trouver le bon thérapeute ni pour les actions de leur thérapeute. Alors, à quoi ça sert? Que font-ils vraiment? Pour lui, quelque chose était clairement suspect. Que font-ils? Ils n'assument aucune responsabilité. Vous pouvez trouver vous-même un thérapeute proposant des appels ou des échanges par message. Des années plus tard, ce scepticisme s'est accentué en 2022 lorsque des rapports ont révélé que BetterHelp avait partagé des données sensibles, dont des informations de santé mentale, avec des annonceurs tiers comme Facebook et Snapchat, contredisant ses assurances de confidentialité. Puis, en 2023, une controverse a éclaté lorsque la FTC a infligé à BetterHelp une amende de plusieurs millions de dollars pour ses pratiques trompeuses, confirmant que l'entreprise avait induit les utilisateurs en erreur sur la manière dont leurs informations personnelles étaient traitées. Soudainement, la vidéo de PewDiePie s'est révélée plus perspicace que beaucoup ne l'avaient imaginé, mais les problèmes ne se sont pas arrêtés là. À ce jour, des utilisateurs continuent de témoigner de leurs propres expériences à travers des avis tels que « Honnêtement, c'est difficile » et « Ils prendront votre argent ». Avec le recul, l'inquiétude de PewDiePie sur BetterHelp s'est vite confirmée. La santé mentale et la thérapie étaient commercialisées et les créateurs jouaient les intermédiaires. Et tandis que PewDiePie s'interrogeait sur les sponsors en coulisses, Sony V2 s'est concentré sur les créateurs, montrant comment un simple changement personnel pouvait avoir des répercussions sur la carrière de quelqu'un. En avril 2023, Chris Tyson, collaborateur de longue date de MrBeast, a répondu à un tweet de Blix sur sa transformation, révélant publiquement avoir commencé un traitement hormonal de substitution, étape clé de sa transition de genre. Je suis ravi que beaucoup découvrent le traitement hormonal de substitution et ses bienfaits pour tant de personnes. J'étais très nerveux à l'idée de rendre cela public car j'ai toujours été discret, mais voir des discussions s'ouvrir grâce à moi, c'est incroyable. Chris a joué un rôle clé dans de nombreux projets de MrBeast, participant à des vidéos et défis qui ont contribué à faire de la chaîne la plus suivie de la plateforme. Leur annonce a suscité de nombreux débats, avec des fans et des spectateurs réagissant par des commentaires comme « Tant mieux pour Chris, mais c'est surprenant, après toutes ces années, je pensais qu'il était le plus conservateur du groupe d'amis, et mes enfants n'ont plus le droit de regarder ces vidéos. » Rapidement, c'est devenu l'un des sujets les plus discutés sur la plateforme. Pendant cette discussion, Sony V2 a publié une vidéo intitulée « Comment la situation de Chris Tyson va-t-elle impacter MrBeast ?» Dans la vidéo, il a analysé comment la transition de Chris pourrait affecter la dynamique de l'équipe et la perception plus large de la marque MrBeast. Sony a aussi remis en question les changements dans l'image publique de Chris. Par exemple, le 6 janvier 2023, Bastriax a mis en ligne une vidéo intitulée « J'ai attaché une GoPro à un poisson », dans laquelle Chris était habillé d'une manière qui a suscité des commentaires tels que « Chris adopte de plus en plus de traits qui me rappellent ma grand-mère », montrant des moments où Chris a même mis MrBeast mal à l'aise dans une vidéo de MrBeast lui-même. Je pense à des blagues bizarres sur le fait que Jimmy soit une femme, ce qui le rend incroyablement mal à l'aise. Oh mon dieu, Jimmy, regarde, ils t'ont dessiné. Jimmy, ils t'ont vraiment bien dessiné. Ça te ressemble vraiment. Jolie chemise. Jolie? Chaussures. Et réfléchir à l'impact possible sur l'image de la chaîne de MrBeast. Le problème, c'est que ce genre de situation est probablement la dernière chose que MrBeast veut attirer, car il est obligé d'être d'accord avec la position de Chris, n'ayant aucun moyen de manipuler la situation sans passer pour le méchant. La vidéo est vite devenue virale, cumulant plus de 10 millions de vues et provoquant un vif débat sur toutes les plateformes. Une nouvelle vidéo Delta Sony V2. Ce type est ouvertement transphobe envers Chris. Encore un échec classique de Sony V2, désormais clairement transphobe.
Le même jour, MrBeast a abordé la controverse directement en disant « Ouais, ça devient absurde. Chris n'est pas mon cauchemar, c'est mon putain d'ami et tout va bien. » Toute cette transphobie commence à vraiment m'énerver. Cependant, en 2024, la situation a évolué d'une manière que peu de gens auraient pu prévoir. Quand les échanges entre Chris et un fan mineur nommé Lava ont fait le buzz, les fuites montrèrent des conversations anciennes, dont une capture où Lava disait que Chris lui envoyait des snaps étranges, faisait des grimaces et ajoutait la légende « Coming for America ». Il a finalement reconnu que Chris est différent hors caméra, ce qui a inquiété de nombreux spectateurs. Bien que Lava ait ensuite précisé qu'il ne se sentait pas victime, les captures d'écran ont tout de même amené les gens à regarder Chris et toute la marque MrBeast différemment. En quelques jours, Chris a annoncé sur X quitter tout ce qui concerne MrBeast et les réseaux sociaux, ajoutant « Je m'excuse si l'un de mes actes ou propos passés a blessé ou offensé quelqu'un, ce n'était pas mon intention. » Suite aux récents événements, nous avons convenu qu'il vaut mieux que je quitte définitivement tout ce qui concerne MrBeast et les réseaux sociaux pour me consacrer à ma famille et à ma santé mentale. MrBeast a également répondu publiquement en déclarant « Ces derniers jours, j'ai pris connaissance des graves allégations concernant le comportement d'Eva Chris Tyson en ligne, et je suis écœuré et opposé à de tels actes inacceptables. » Pendant ce temps, j'ai cherché à faire appel à un tiers indépendant pour mener une enquête afin d'obtenir tous les faits. Cela dit, j'ai vu suffisamment de choses en ligne et j'ai pris des mesures immédiates pour retirer Eva de l'entreprise, de ma chaîne et de toute association avec MrBeast. Je ne cautionne ni ne soutiens aucune des actions inappropriées. Avec le recul, la vidéo de Sony V2 semble maintenant être un signe précurseur dans une histoire bien plus vaste, annonçant la tension intense qui suivrait lorsque les actions passées de Chris referaient surface. Pendant que Sony V2 analysait l'impact possible de la controverse sur l'avenir d'une marque, The Completionist annonçait sans le savoir sa propre chute avant qu'elle ne fasse la une. Pendant des années, Gérard Khalil, alias The Completionist, fut l'une des figures les plus fiables de YouTube. Sa chaîne de jeux vidéo reposait sur la régularité et la transparence, mais enfouie dans ses anciennes vidéos, il y en avait une où Gérard exprimait brièvement ses doutes quant à savoir s'il continuerait à produire du contenu à l'avenir. Mais oui, je voulais juste vider un peu mon sac, faire un peu de ménage, et puis, vous savez, parler de l'avenir, s'il y en a un, c'est un peu sombre, non? Oula. C'est devenu étrange. N'y voyez pas plus que ça, je vous le jure. À l'époque, ses commentaires semblaient inoffensifs, juste un créateur qui parlait honnêtement de son burn-out. Cependant, des années plus tard, cet extrait prendrait un tout autre sens. En novembre 2023, les youtubeurs Carl Jobs et Moudahar ont accusé Gérard et sa fondation caritative, The Open Hand Foundation, d'avoir retenu plus de 600 000 $ de dons destinés à la recherche sur la démence. De l'argent collecté des années plus tôt, comme l'a expliqué Carl. Depuis sa création en 2014, The Open Hand Foundation n'a pas contribué un seul centime à aucune organisation. Depuis 10 ans, ils ont récolté plus de 600 000 $ et tout cet argent est simplement resté sur leur compte bancaire. L'accusation a choqué la plateforme, certains commentant « Une association contre la démence qui oublie de distribuer les dons, parfois les blagues s'écrivent toutes seules. C'est pour cela qu'il faut toujours faire un don directement aux associations caritatives. Ne le faites jamais par l'intermédiaire d'un tiers, ce qui est exactement le cas d'Open Hand. » Lorsque Carl a demandé à la fondation caritative si elle trouvait normal de solliciter encore des dons, alors qu'il ne faisait même pas don d'un seul centime, il a reçu une réponse disant « L'insinuation de mauvaise conduite de la part de The Open Hand Foundation est à la fois injustifiée et infondée. Nous menons nos opérations dans le respect des normes légales et éthiques, et toute allégation contraire est sans fondement, semblant écarter la gravité des accusations. » Puis, un mois plus tard, Gérard a mis en ligne une vidéo de réponse de 19 minutes dans laquelle il a révélé que l'argent avait finalement été donné. The Open Hand Foundation a fait don de 600 000 $ à l'association pour la dégénérescence frontotemporale. Cependant, cela a pris trop de temps pour en arriver à ce moment. Il a ensuite quitté son poste dans l'association caritative. Comme le conseil d'administration de The Open Hand Foundation est actuellement en cours de restructuration, je profite de ce moment pour me retirer de mon rôle de membre du conseil. Je ne fais plus partie de The Open Hand Foundation. Cependant, il a insisté sur le fait qu'il n'avait rien fait d'illégal, puis il a complètement disparu. À part une brève apparition sur Twitch au début de 2024, qui a ensuite été supprimée, Gérard est resté silencieux pendant plus d'1 an.
Pendant ce silence, les spéculations se sont intensifiées. Ce n'est qu'en septembre 2025 qu'il est revenu avec une mise à jour de 45 minutes révélant que la situation avait fini par relever du ministère de la Justice, déclenchée après de nombreux signalements contre l'association caritative suite aux révélations. J'étais accusé de détournement de fonds et de fraude caritative, avec Carl et Moudahar qui incitaient à leurs spectateurs à signaler l'association caritative de ma famille aux autorités, ce qui a entraîné une enquête criminelle du département de la justice. Bien qu'il se soit dit convaincu que les accusations de fraude et de détournement seront réfutées, Et je reste absolument convaincu que les accusations de fraude et de détournement de fonds seront prouvées fausses. il a également admis de graves manquements moraux, des promesses non tenues et des erreurs qui ont permis à la situation de dégénérer. Cependant, même si nous n'avons jamais enfreint la loi, de graves erreurs morales ont tout de même été commises par moi-même et par la Fondation. Open Hand a mis beaucoup trop de temps à faire un don. Nous n'avons jamais expliqué pourquoi cela a pris autant de temps avant que tout le monde ne nous interpelle. Et j'ai menti à ce sujet pendant toutes les années d'Indieland. Avec du recul, son extrait prend une nouvelle dimension. Son coup de gueule avait alors été vu comme une réaction excessive. Des années plus tard, alors qu'on prenait davantage conscience de la façon dont les comportements en ligne peuvent avoir des conséquences bien réelles, son avertissement paraît très juste. Si certains avertissements relevaient de l'instinct, d'autres signalaient des comportements dangereux, ignorés par beaucoup, qui ont coûté des vies. TJ Kirk, également connu en ligne sous le nom de Amazing Atheist, était un YouTuber américain franc-parler qui abordait souvent des sujets liés à la religion, à la politique et aux questions de société. Il n'a jamais eu peur de dénoncer des comportements qu'il jugeait dangereux ou mal avisés. Et c'est exactement ce qu'il a fait le 8 juin 2007, lorsqu'il a publié une vidéo coup de gueule à propos des personnes en ligne qui admiraient les tireurs de Columbine, Eric Harris et Dylan Klebold. Dans la vidéo, il a exprimé ses inquiétudes au sujet de leurs partisans et proposé de partager des informations les concernant. Et je veux parler de ces jeunes, pas seulement des jeunes, il y a aussi des adultes qui semblent faire l'éloge d'Eric et Dylan ici sur YouTube. Je mettrai à nouveau le lien vers tous leurs profils afin que vous puissiez voir exactement de quoi je parle. Après quoi, il a lancé un avertissement glaçant en disant « Mais je pense que, vous savez, ce sont le genre de personnes qu'il faut surveiller de près. On parle toujours des signes avant-coureurs. Aurions-nous pu le voir venir ? Eh bien, vous voyez, si vous cherchez des signes avant-coureurs, ils sont là. » Parmi les profils qu'il a mis en avant, il y avait Natural Selector 89, un jeune YouTuber finlandais qui, seulement 5 mois après la mise en ligne de la vidéo de TJ, a tué 7 élèves et son proviseur dans un lycée avant de se tirer une balle dans la tête. Après l'incident, TJ a exprimé sa frustration et sa déception dans une nouvelle vidéo en disant « Ceci est quelque chose que je vous avais dit qui allait arriver, quelque chose que j'ai dit de surveiller. And you didn't. You weren't mindful of it, you criticized me for it. » Malgré la situation difficile, sa prédiction a attiré l'attention en ligne, beaucoup le félicitant d'avoir vu ce que d'autres avaient ignoré. Avec le recul, la diatribe de TJ semblait presque prophétique. Les fusillades de masse faisaient désormais partie de l'actualité, et les signes qu'il avait signalés restaient pertinents des années après. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner.